mais pour écouter des orateurs brillants et exceptionnels. Chantal Delsol, philosophe, écrivain, membre de l'Académie des sciences morales et politiques depuis 2008. Vous allez entendre également Jean-Baptiste Dollier, qui n'est plus à présenter, qui est professeur de droit à l'université d'Aix-en-Provence. Je ne dirai pas le numéro. Et puis enfin, Jean-François Mattei, membre de l'Institut universitaire de France, philosophe et écrivain. Alors ce soir, une nouvelle fois, le miracle, comme disait mon ami Gérard, de Louis XVI s'est reproduit puisqu'il nous rassemble. Pourquoi parler de Louis XVI aujourd'hui, 216 ans après sa mort? Que représente-t-il? Que représente surtout sa mort? Nous ne sommes pas ici pour célébrer la mémoire, uniquement la mémoire d'un homme. Nous sommes ici pour essayer d'étudier toutes les conséquences qui ont découlé de cet événement majeur qui a bouleversé la donne. Ce sera le propos de Chantal Delsol tout à l'heure, lorsqu'elle parlera du mal contemporain, du souci contemporain, dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, une société en mal de sens. Que s'est-il passé en 1793? Nous attendions tous les droits de l'homme, et on a eu la terreur, et on a eu le goulag, et on a eu la Shoah. On nous a parlé, on nous a annoncé les Lumières, et nous avons eu les guerres civiles. On nous a annoncé la liberté, et nous avons vu venir la guillotine. On nous a annoncé la fraternité, et nous avons vu arriver la guerre de Vendée et la guerre civile. Alors, au terme de ce cycle qui devait nous apporter le progrès, qui devait nous apporter le mieux-être, on se trouve aujourd'hui complètement désorienté, cherchant un sens à notre existence en tant qu'homme, mais également en tant que nation. La parole est à Jean-Baptiste Dollier. Oui, voilà. Merci Monsieur le Président de m'avoir fait marseillais, parce que j'ai été quand même pendant longtemps. Je voudrais ce soir, puisqu'il m'appartient de commencer cette série d'interventions, je voudrais simplement vous rappeler que l'événement qui nous réunit ce soir n'est pas un événement banal, on l'a rappelé tout à l'heure, ce n'est pas non plus, je dirais, un régicide ordinaire. Ce qui nous réunit ce soir, cet événement du 21 janvier 1793, se présente comme l'exécution d'un jugement. Le dernier acte, au fond, du procès de Louis XVI. Et c'est sans doute la raison pour laquelle on a demandé aux juristes d'intervenir en premier. Dernier acte d'un procès que cette exécution, donc, du 21 janvier 1793, et à ce titre, la mort de Louis XVI se distingue sans aucun doute de bien d'autres morts tragiques d'autres monarques. La mort de Louis XVI n'est pas la mort de Nicolas II, assassiné
par quelques bolcheviks avinés et analphabètes qui craignaient l'arrivée des armées blanches. Non, la mort de Louis XVI est l'exécution d'une sentence judiciaire. Et à ce titre, donc, ce n'est pas simplement un épisode sanglant parmi d'autres d'une révolution politique, c'est, et c'est ce que je voudrais essayer de démontrer ce soir, une révolution juridique. Une révolution juridique en ce sens que c'est un acte de rupture avec un droit ancien et un acte en même temps fondateur d'un droit nouveau, d'une nouvelle conception du droit. Pourquoi cela? Eh bien parce que le jugement, c'est, pourrait-on dire, la quintessence du droit. Parler justement en cette occasion, eh bien Jean-Marc Varro a très bien démontré cette aberration juridique du pouvoir législatif qui juge le pouvoir exécutif, c'est-à-dire une confusion totale à la fois des pouvoirs judiciaires et législatifs, et la négation de l'indépendance du pouvoir exécutif. C'est donc en soi une énormité juridique, au sens d'ailleurs de ce droit nouveau qui était sur le point d'apparaître depuis notamment la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui avait proclamé précisément la séparation des pouvoirs, le procès de Louis XVI, c'est la confusion des pouvoirs. Mais ce n'est pas la seule ni la principale énormité juridique de ce procès. Et je voudrais ce soir attirer votre attention sur une autre énormité de ce procès, énormité au sens propre, c'est-à-dire hors de la norme. Une autre énormité de ce procès, quelle est-elle? Louis XVI, est jugé coupable, non pas au regard des lois existantes, mais au regard de la loi que fait la Convention en le jugeant. C'est-à-dire que ce pouvoir législatif qui devient juge, il ne cesse pas pour autant de légiférer. Il légifère en jugeant. C'est-à-dire qu'il fait la loi dans le même acte qu'il juge. Et c'est cela qui me paraît faire toute l'originalité du procès de Louis XVI. Le pouvoir législatif édicte dans le même acte de volonté absolue la sentence et son fondement, le droit et la loi dont il découle. C'est pourquoi d'ailleurs ce jugement du roi n'a pas à être motivé, et de fait il ne l'a pas été. Et ce faisant, il y a au-delà, me semble-t-il, de la confusion des pouvoirs, une véritable confusion du droit et de la loi, qui est véritablement initiée, pourrait-on dire, dans ce procès de Louis XVI et dans l'exécution de la sentence qui en a découlé. Confusion du droit et de la loi, d'une part, et d'autre part, mais les deux sont liés, réduction de la loi à un pur acte de volonté. Voilà, ne se trouve aucun prétexte ni aucun moyen de ce procès dans aucune loi existante. Et cela, c'est précisément tout l'axe central de la démonstration de ces avocats. Ils vont démontrer qu'il n'y a aucun moyen de droit de condamner Louis XVI dans les lois existantes. Et ce faisant, sans avoir aucune illusion sur l'issue du procès, ni de la part du roi ni de la part de ses avocats, ce faisant, cette défense du roi a bien mis l'accent sur justement ce qui me paraît être l'originalité absolue du procès de Louis XVI, à savoir donc cette confusion du droit et de la loi. Les défenseurs du roi opposent justement à l'accusation le droit, la grande tradition juridique française, à la loi nouvelle dans laquelle il est en train de se dissoudre. Et qu'oppose la Convention à cette défense juridique? Rien. Elle n'a rien à opposer, elle juge, elle ne juge pas au fond au regard de lois existantes justement, mais elle juge au regard de la loi qu'elle fait en jugeant le roi. Et il y a là évidemment, au-delà de la confusion des pouvoirs, encore une fois, une confusion totale entre le droit et la loi.
Cette confusion, eh bien, elle est depuis prégnante, cette confusion est partout, et son origine, au fond, et j'avoue que ça ne m'avait pas marqué jusqu'à aujourd'hui, son origine de cette confusion, il me semble qu'elle est précisément dans le procès de Louis XVI, dans cet acte dans lequel le pouvoir législatif fait la loi au nom de laquelle il juge, ou plutôt, si vous le voulez, les deux propositions me semblent exactes, il juge au nom de la loi qu'il fait en jugeant. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus aucune différence entre la loi et le droit. Les deux sont absolument confondus. Le droit n'est plus une juste mesure de choses à discerner dans les choses, justement, dans la nature des rapports humains. Elle est une pure manifestation, le droit est une pure manifestation de volonté, il est simplement ce que dit la loi. Et au fond, le jugement de Louis XVI, qu'est-ce que c'est? C'est le pouvoir de faire la loi qui dit ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. C'est là, encore une fois, ce qui me semble être la marque particulière de ce procès. Et dès lors, la loi cesse, dans cette optique-là, d'être simplement une source du droit, c'est-à-dire, au fond, ce qui fait surgir le droit de la réalité. La loi était, jusqu'à présent, un petit peu le bâton du sourcier, hein, qui faisait surgir l'eau, mais qui n'était pas, à proprement parler, la cause du droit. Or, désormais, à partir de ce moment-là, justement, à partir du moment où le jugement, c'est-à-dire le droit dit, se confond avec la loi, eh bien, le droit se confond avec la loi. Il n'y a plus de différence entre l'un et l'autre. Les droits de l'homme eux-mêmes, d'ailleurs, ne résistent pas à cette absorption du droit dans la loi. Et on évoquait tout à l'heure, Jean Gugliotta évoquait tout à l'heure le fait qu'on avait promis les droits de l'homme et qu'on avait eu la Vendée, mais au fond, le passage entre les droits de l'homme et la Vendée, il me semble qu'il est précisément dans le procès du roi. C'est à partir du moment où le droit est absorbé dans la loi que la protection des droits de l'homme disparaît, puisqu'elle dépend finalement uniquement de la loi. Et à partir du moment où la loi décrète hors la loi un territoire, la Vendée par exemple, ou un autre, le petit village de Bédouin au pied du Mont Ventoux par exemple, eh bien, les droits de l'homme ne s'appliquent plus dans ce territoire-là. Les droits de l'homme dépendent uniquement de la loi. Alors, sommes-nous uniquement ici dans de l'histoire, dans ce qui s'est passé en 1793? Eh bien, peut-être pas. Peut-être pas parce que, aujourd'hui encore, qu'est-ce qui fait la valeur juridique de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789? C'est le fait que le préambule d'une constitution de 1946, abrogée, sauf justement le préambule, y fait référence. Autrement dit, ce qui fait la valeur juridique, l'efficacité juridique des droits de l'homme, c'est leur rattachement, le rattachement de la Déclaration des droits de l'homme à une loi, fût-elle constitutionnelle. Faisons tomber la loi, les droits de l'homme disparaissent. Si l'on passe du plan interne au plan international ou européen, on s'aperçoit à la lecture des arrêts, je peine employer ce terme, je ne sais pas s'il convient bien, de la Cour européenne des droits de l'homme, on s'aperçoit que dans l'interprétation que cette juridiction, si c'en est une, fait de la Convention européenne des droits de l'homme, eh bien, il est fait constamment référence à une sorte de consensus législatif sur les droits de l'homme. C'est-à-dire que les droits de l'homme sont reconnus en fonction de la reconnaissance dont ils font l'objet dans les différentes législations des États partis à la Convention européenne des droits de l'homme. L'exemple peut-être le plus significatif est celui de la protection juridique accordée à l'enfant conçu. La Cour européenne des droits de l'homme a eu plusieurs reprises à se pencher sur la question et a toujours répondu en se mettant à l'abri finalement des législations nationales et en constatant que n'ayant pas de consensus dans les législations nationales sur justement l'application possible ou non à l'enfant conçu de la Convention, eh bien, elle ne pouvait pas trancher sur ce point-là. Donc on voit bien toujours ce rapport de dépendance, au fond, du droit par rapport à la loi, y compris des droits de l'homme,
par rapport à la loi. Et cela, eh bien, ça me semble être la particularité du procès de Louis XVI. Et pourquoi cela découle-t-il de ce qui s'est passé en 1793 en France? Eh bien, je crois qu'on peut en prendre un contre-exemple avec ce qui est devenu cette notion de droit de l'homme, notamment dans les pays de common law, dans les pays anglo-saxons, qui n'ont pas connu le procès de Louis XVI. Eh bien, les droits de l'homme, dans les pays de tradition de common law, n'aboutissent pas à la terreur. Je ne dis pas pour autant que c'est parfait, mais en tout cas, il n'y a pas ce lien entre droits de l'homme et terreur. Ce lien-là, il n'existe que dans la matrice révolutionnaire française, et je crois que véritablement le cœur de ce lien apparemment inconcevable entre la terreur et les droits de l'homme se trouve précisément dans le procès de Louis XVI, dans la manière dont eh bien, l'organe législatif a jugé le roi au nom de la loi qu'elle était en train de faire et non pas au nom de lois existantes. Ce faisant, la Convention a réduit la loi à un pur acte de volonté. Donc non seulement il y a cette confusion du droit et de la loi, mais en même temps une réduction de la loi à un pur acte de volonté, ce qui est une innovation totale. La loi est, après la Révolution, Portalis dira, les lois ne sont pas simplement des actes de raison, ce sont des actes de sagesse, des actes de volonté, pardon, ce sont des actes de sagesse et de raison. Ça, c'est la conception traditionnelle de la loi. Eh bien, dans la conception de la loi qui se dégage du procès de Louis XVI, la loi n'est que la pure expression d'une volonté. Volonté générale, si l'on veut, mais pure expression d'une volonté. Et là encore, le procès du roi est très significatif. À la défense de Louis, argumentée sur un fondement juridique, les conventionnels répondent uniquement par une opinion qu'ils viennent émettre à tour de rôle à la tribune de l'Assemblée, et ce sont ces opinions-là qui constituent le jugement de Louis XVI. Le jugement du roi, qu'est-ce que c'est? C'est un vote. Le jugement du roi a été voté. Donc on n'a plus ici une recherche de ce qui est juste, mais simplement la sanction juridique, si l'on veut, mais en un sens nouveau, de la volonté, de l'opinion, des représentants du pouvoir législatif. Le droit qu'exprime le jugement est devenu la seule expression d'une volonté générale souveraine, arbitraire, irréfragablement présumée juste, car confondue avec le jugement sans appel qu'elle prononce. Dès lors, cette volonté n'a pas d'autre limite qu'elle-même, et la terreur est au fond dans le prolongement logique d'une telle volonté. On a ici, dans le procès du roi, à l'occasion du procès du roi, on voit très bien l'abandon par ceux qui sont chargés de faire la loi des deux limites habituelles, traditionnelles du pouvoir législatif, qui sont la nature des choses et des lois supérieures à la volonté. La nature des choses, je reprendrai ici un exemple tiré du droit anglais. Il y a un adage du droit anglais selon lequel le Parlement d'Angleterre peut tout faire, sauf changer un homme en femme. C'est un très bel adage, je trouve, parce qu'il montre très bien qu'il y a une nature des choses devant laquelle le pouvoir, fût-il législatif, ne peut rien. Il y a une limite au pouvoir de faire la loi, c'est la nature des choses, tout simplement. Seconde limite, alors il est vrai que peut-être le Parlement d'Angleterre ne respecte plus tout à fait aujourd'hui cet adage-là, mais en tout cas l'adage subsiste. Seconde limite, eh bien, ce sont des lois supérieures, des lois qui d'ailleurs expriment la réalité profonde du monde, ces lois que dans la tradition constitutionnelle française on appelait les lois fondamentales du royaume et que Louis XIV lui-même se reconnaissait dans l'heureuse impuissance de méconnaître. Ces deux limites-là, la nature des choses, des lois supérieures, ces deux limites volent en éclats avec le procès de Louis XVI,
où la seule volonté, la seule opinion émise par les représentants de l'organe législatif, eh bien, sont la seule justification du jugement qui est rendu, du jugement qui est en même temps la loi qui justifie ce jugement. Alors que conclure brièvement de cette rupture juridique fondatrice que manifeste le procès et le jugement de Louis XVI et son exécution? Une chose au fond très simple et me semble-t-il assez terrifiante, c'est que le mal n'est plus seulement désormais dans les faits, dans les actes humains, il est susceptible d'être dans le droit lui-même. Le droit peut être le vecteur du mal. À partir du moment où un jugement est rendu sur le fondement d'aucune loi existante, je reviens sur ces termes qui, je crois, sont très importants du testament de Louis XVI, un jugement est rendu sur le fondement d'aucune loi existante par l'organe qui est chargé de faire la loi et qui fait cette loi en jugeant et en prononçant le jugement, eh bien, à partir de là, effectivement, il y a quelque chose de radicalement nouveau qui se produit. Et cette chose radicalement nouvelle, c'est que désormais, le mal peut se faire passer pour juste. Il y avait eu des massacres bien avant la Révolution, bien évidemment. Il y avait eu des régicides, il y avait eu des assassinats en tout genre, bien entendu. Mais dans le procès de Louis XVI, ce qui est quand même très particulier, c'est que la mort du roi, la mise à mort du roi, se présente comme l'exécution d'une sentence judiciaire, autrement dit comme l'exécution du droit, tout simplement. Et à partir de Louis XVI, toutes les morts subséquentes, tout ce qui va découler de la mort de Louis XVI, et la terreur commence immédiatement après, eh bien, tout cela est justifié. Justifié en forme législative et judiciaire. Et il y a même une tendance qu'on peut expliquer sociologiquement par le fait que beaucoup de révolutionnaires étaient des robins, hein, des avocats ou quelques magistrats, en tout cas des gens qui avaient eu une formation juridique, hélas. Mais ce qui est quand même très particulier, c'est qu'ils se sont acharnés finalement à justifier leurs actes, et dans des formes judiciaires ou législatives. Et même la Vendée, le génocide vendéen, eh bien, est passé par des actes législatifs et des actes judiciaires. Et tout cela me paraît quand même très nouveau dans justement la Révolution française. Et c'est peut-être, au fond, ce qui explique ce mot limite hein, de Joseph de Maistre, qui écrit très peu de temps après la mort du roi, dans ses considérations sur la France, qu'il y a quelque chose qui distingue la Révolution française de tout ce qu'on a vu, et peut-être, dit-il, de tout ce qu'on verra, et ce peut-être, et je crois assez prémonitoire, parce qu'effectivement, ce caractère-là distingue la Révolution française de toutes les révolutions suivantes, y compris de la Révolution soviétique. Eh bien, cette originalité absolue de la Révolution française, Joseph de Maistre l'appelle son caractère satanique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce caractère satanique? Eh bien, on peut avoir toutes les interprétations que l'on veut, y compris les plus outrancières, mais au fond, dans le procès de Louis XVI, dans le jugement du roi, est-ce qu'on n'entend pas susurrer à l'oreille des conventionnels qui, justement, montent les uns après les autres à la tribune de la Convention pour donner leur opinion, qui jugent le roi? Est-ce qu'on n'entend pas, au fond, un écho de cette parole de la Genèse? Vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Et peut-être, faut-il entendre par là, qui connaissent le bien et le mal, qui peuvent faire du mal, non pas un bien, mais le droit, qui peuvent faire passer le mal dans une forme juridique. Et c'est peut-être là l'explication, en tout cas une des explications que je vous proposerai ce soir, de ce mot de Joseph de Maistre. En tout cas, il y a dans l'événement du 21 janvier 1793 une
rupture et une fondation qui, hélas, marque encore profondément notre droit. Et je ne pense pas que ce soit une très bonne chose, vous l'avez compris, que cette confusion du droit et de la loi, que cette réduction de la loi à un pur acte de volonté, c'est un très grand appauvrissement et c'est surtout la source de, finalement, tout ce qui est désormais possible au législateur, puisqu'il peut tout faire et tout ce qu'il dit est considéré comme juste, comme étant du droit. Alors, Jean m'a annoncé le sujet de cette rencontre, la mort du roi et le mal contemporain. Alors je me suis demandé ce qu'il voulait dire par là. On pourrait comprendre par exemple que tous nos mots proviennent directement ou non de cet événement inaugural. C'est pas comme ça que je le vois. Ce que je voudrais simplement montrer, par un seul exemple, parce que j'ai pas le temps sinon, que l'exécution du roi fait partie d'un vaste processus de signification, non seulement des significations historiques, mais des significations philosophiques. Disons que cet événement prend place dans une transformation des mentalités. Nous le savons. Cet événement révèle, comme d'ailleurs bien d'autres, une nouvelle manière de voir le monde. C'est une sorte, c'est comme le prodrome d'une longue évolution qui se poursuit jusqu'à nos jours et qui n'a pas fini de se poursuivre, et d'ailleurs dont nous ne savons pas très bien où elle va nous mener. Alors vous avez désigné, Jean, tu as désigné ce processus par un jugement moral en disant le mal contemporain. Bon, évidemment c'est rapide, c'est simple, mais ça n'est pas faux. C'est un processus qui met en œuvre une déconstruction anthropologique, entre autres, pas une déconstruction culturelle, au sens où on pourrait changer de culture, changer d'art de vivre, mais au sens philosophique, on est en train de se dessaisir d'un certain nombre de caractères humains. Donc on pourrait montrer ça, si vous voulez, sous bien des angles. Je voudrais juste vous montrer un angle que j'appellerais la désincarnation. Alors, nous sommes des animaux pensants, et la pensée s'exprime en idées, en sentiments, toutes choses qui ne s'attrapent pas, toutes choses qui sont immatérielles. Et comme nous sommes incarnés, c'est-à-dire de chair et d'os, eh bien, il faut que nous incarnions nos pensées afin de les désigner, de les représenter, de les maintenir. Il nous faut symboliser. Le symbole, c'est une image matérielle qui incarne, qui désigne, qui rappelle un monde immatériel. Le drapeau évoque la patrie, le lys évoque la pureté, la balance évoque la justice, etc. Donc il nous faut constamment incarner nos idées, nos sentiments, nos valeurs, etc. Les mettre en chair, incarnare, pour qu'ils ne demeurent pas abstraits, qu'ils ne s'effilochent pas dans le vide, qu'ils maintiennent leur statut de réalité, même s'ils sont immatériels. Eh bien, le roi incarnait le pouvoir politique qui est lié non seulement à l'autorité, mais aussi au sentiment et à la continuité. Et par l'exécution du roi, on n'abolit pas le pouvoir, parce que le pouvoir, comme vous savez, va être remplacé par d'autres, d'ailleurs il a déjà été remplacé, des pouvoirs qu'on connaît, mais on abolit le sentiment qui s'attache au gouvernement et la continuité du pouvoir. Autrement dit, on désincarne le pouvoir en le privant de cet être de chair qui, justement, à ce moment-là, le représente. Et si on suit l'histoire occidentale jusqu'à nos jours, on pourrait repérer, et il faudrait beaucoup plus de temps évidemment que je n'en ai, une longue suite de désincarnations au pluriel qui sont inaugurées par la décapitation du roi. Je vous cite quelques exemples. Les conséquences évidemment sont diverses. L'État est une incarnation ritualisée du pouvoir. Si on veut supprimer l'État, comme c'était le cas des marxistes, mais ça a été le cas aussi d'un certain nombre de libéraux au XIXe, en croyant ainsi abolir le pouvoir, eh bien le pouvoir va réapparaître sous des formes dépravées et violentes, beaucoup plus dépravées, beaucoup plus violentes, parce qu'il a été désincarné. Ou encore, la guerre est une incarnation ritualisée de la violence. René Girard, d'ailleurs, a fait de longs développements là-dessus dans son dernier ouvrage sur Clausewitz. Si vous mettez la guerre au banc, ce qu'on fait aujourd'hui, la guerre est quasiment interdite. On n'ose même plus parler de guerre quand on fait la guerre, sauf si c'est les ennemis qui la font.
On va désincarner la violence en croyant ainsi la supprimer, mais en fait on ne la supprime pas. Elle va réapparaître non ritualisée, c'est-à-dire anomique et immaîtrisable. Si un gouvernement prétend n'avoir pas d'ennemis, l'autre jour j'ai rencontré le ministre de la Défense actuel, et il m'a dit « Ah, moi j'ai pas d'ennemis ». Je lui ai dit « Alors là, je vous souhaite bien du plaisir, parce que votre ennemi va vous trouver ». Donc, un gouvernant qui refuse de nommer son ennemi, donc qui refuse d'incarner son inimitié, parce qu'il s'agit bien de ça, il peut être sûr qu'il ne prépare pas la paix, mais que l'ennemi, lui, va le trouver, va le saisir par surprise, parce qu'on ne peut pas supprimer l'inimitié du monde humain, et que l'inimitié, elle aussi, il faut l'incarner. Je vous donne un autre exemple. Les fêtes et les rites sont des incarnations du lien social. Et quand nous délaissons les fêtes et les rites, par mépris de leur caractère enfantin, folklorique, ou par le sentiment, à tort ou à raison, de leur inutilité, eh bien, c'est le lien social que nous effaçons tout à fait en même temps. La liturgie est une incarnation du sentiment religieux. Si nous appauvrissons la liturgie par horreur du décorum, par exemple, ou par souci de la simplification extrême, eh bien, c'est le sentiment religieux que nous appauvrissons en même temps sans y prendre garde. Dans les deux premiers cas, on désincarne pour tenter de supprimer par derrière un aspect de la condition humaine qui nous paraît condamnable, la guerre, l'autorité, la violence, à tort ou à raison. Et dans les deux autres cas, on désincarne par mépris des expressions concrètes. Parce qu'on croit naïvement que les humains pourront maintenir le lien social ou le sentiment religieux, j'ai pris ces deux exemples, sans leurs expressions symboliques, ce qui est faux. Ici et là, l'illusion est lourde, parce que l'homme est ainsi fait qu'il a besoin d'autorité. La diversité humaine est enracinée et risque toujours de conduire à la violence. Il vaut donc mieux ritualiser la violence pour la contrôler. Les hommes ne peuvent maintenir le lien social qu'en le concrétisant par des gestes. Il en va ainsi pour tout. Autrement dit, je vais terminer là-dessus, la désincarnation est au fond l'illusion de se croire un ange. D'ailleurs, il n'y a pas de plus désincarné qu'un ange. De croire que nous pouvons nous débarrasser des caractéristiques douloureuses de notre espèce en gommant leurs expressions. Ou encore de croire que nous pouvons déployer l'existence humaine sans concrétiser nos idées, nos liens, nos attachements, par des images et par des gestes qui forcément sont imparfaits, sont insatisfaisants, évidemment. Vous voyez l'histoire de l'incinération pour les chrétiens. Bon. Les chrétiens n'ont rien contre l'incinération, c'est très à la mode, je n'ai rien contre ça. Mais c'est un type de désincarnation. Pendant très longtemps, chez les chrétiens, la résurrection des corps était liée à l'enterrement. Bon. Bien sûr que ce n'est pas lié. C'est pas parce qu'on ne se fait pas enterrer qu'on ne va pas ressusciter. Si on croit à la résurrection des corps, c'est pas lié à ça, bien sûr. Mais c'était une forme d'incarnation, si vous voulez, de cette croyance. Et malgré tout, ce nouveau type de comportement participe de la désincarnation. Bon, on pourrait citer évidemment d'autres exemples. Eh bien, je crois que la décapitation du roi est le début d'un long processus de décorporation, en quelque sorte. D'ailleurs, le symbole, si on y prend garde, est fort, puisqu'on sépare la tête du roi de son corps, comme aujourd'hui, plus loin, on voudrait faire de nous de purs esprits. Ce qui n'aboutit évidemment qu'à nous décerveler. Parce que dans le monde humain, il n'y a pas d'esprit sans corps. Merci. C'est relativement difficile dans la mesure où la soirée s'est avancée, dans la mesure aussi où les deux intervenants ont fait des remarques tout à fait intéressantes que je voudrais reprendre simplement sur la modernité actuelle. Jean-Baptiste Daunier a insisté sur le fait, et de façon très juste, non seulement sur le plan juridique, mais sur le plan historique et sur le plan humain, sur le fait que la décapitation du roi avait en quelque sorte décapité le droit lui-même, puisque le droit était désormais à la remorque de la loi, c'est-à-dire de ce qu'il a appelé très justement la volonté, mais qui pourrait être tout simplement le privilège du fait. C'est-à-dire que si en fait le législatif ou toute autre instance décide de supprimer quelqu'un, serait-il le roi de France, la justification du fait est trouvée dans le fait lui-même, et non plus dans une référence soit à une tradition, ce qui était le cas classiquement en Europe, soit au droit naturel, comme l'a montré Léo Strauss ou tous les théoriciens du droit naturel, soit tout simplement aux lois non écrites dont parlait Antigone. C'est-à-dire qu'on faisait référence à une extériorité. Au fond, on ne peut juger
juridiquement, mais aussi moralement, j'allais presque dire psychologiquement, qu'en faisant appel à un principe qui ne dépend pas de celui qui juge. Car si le juge est en même temps arbitre, si l'arbitre est en même temps législateur, il est évident qu'il va faire passer ses intérêts propres. Montesquieu le fait déjà remarquer dans l'esprit des lois. Donc le scandale, puisque scandale il y a de la Révolution française, en tout cas du 21 janvier 1793, ce n'est pas simplement de faire un régicide. Il a été rappelé qu'il y a eu d'autres régicides, ne serait-ce que celui d'Henri IV par Ravaillac. L'Angleterre a connu aussi des rois qui ont été tués. Mais le fait de faire un régicide à l'aide de la loi et sous couvert du droit. C'est-à-dire qu'il y a finalement une sorte de jeu de bonneteau qui fait que pour justifier un fait, c'est-à-dire la haine que l'on porte au monarque, on passe par une loi d'exception, et cette loi d'exception est couverte par le droit, c'est-à-dire le droit français, qui aurait dû s'appliquer normalement à partir de lois traditionnelles ou à partir des lois fondamentales du royaume. Et c'est précisément ce que le premier orateur nous a fait remarquer. Mais ce phénomène s'est développé, et c'est la seconde oratrice, Chantal Delsol, qui l'a remarqué. Il n'y a pas eu simplement une perte du droit ou un viol ou une violation du droit dans l'affaire du 21 janvier 1793, mais il y a eu en outre une perte de l'incarnation. Alors cette incarnation est très nette et ne concerne pas simplement la philosophie ou ne concerne pas simplement le droit. Je voudrais en donner un exemple strictement poétique. Lorsque vous prenez le premier poème d'Alcool de Guillaume Apollinaire, ce poème s'appelle Zone, et ça concerne les zones de Paris, habitées par un petit peuple d'ouvriers ou de prolétaires. Et c'était même la première fois qu'un poète, et un aussi grand poète qu'Apollinaire, au lieu de traiter de la beauté, de la justice, de la nature ou de Dieu, parlait d'une zone en friche, tout autour de Paris. Et alors il salue dans ce poème, dans Zone, il salue la Tour Eiffel, il salue le pape, il salue un tas de choses, c'est-à-dire tous les éléments de la modernité. Et il termine, c'est le dernier vers du poème, Zone, en disant « Adieu, adieu, soleil coupé », avec un jeu de mots sur la répétition « coucou ». C'est le dernier vers du poème, soleil coupé. Le soleil, c'est le roi soleil. Peut-être pas Louis XVI, mais en tout cas Louis XIV, et Louis XVI est son descendant. C'est-à-dire que le roi a toujours symbolisé, comme le soleil a toujours symbolisé, et voilà pourquoi Louis XIV se faisait appeler le roi soleil, mais il n'était pas le premier. Amon-Ra, en Égypte, et la plupart des pharaons avaient aussi le titre solaire, qui représentait symboliquement, évidemment, le pouvoir, et au-delà du pouvoir, la légitimité du pouvoir. Car enfin, lorsque vous vous mettez au soleil, en particulier à Marseille, vous ne demandez pas au soleil la légitimité de vous chauffer. Il est légitime du simple fait qu'il est soleil. De la même manière, la nuit, quand vous regardez une étoile, l'étoile est légitime du simple fait qu'elle est étoile polaire, et qu'elle vous montre le chemin. Et donc, classiquement, dans la théorie du droit politique ou du droit social, le détenteur du pouvoir, qu'il s'appelle Alexandre, qu'il s'appelle César, qu'il s'appelle Périclès, qu'il s'appelle Napoléon, quelle que soit la manière dont il avait pris le pouvoir, peut-être à la suite d'un coup de force, était justifié par cela seul qu'il fondait son autorité sur une autorité supérieure. Selon l'adage latin bien connu, omnis potestas ad Deo, c'est-à-dire que tout pouvoir vient de Dieu, ou si vous le voulez plus simplement, pour ne pas faire appel à la religion, tout pouvoir implique une légitimité. Et cette légitimité a deux caractéristiques. D'une part, elle est une légitimité idéale ou idéale, comme disent les philosophes, c'est-à-dire qu'elle est fondée sur une certaine idée, une idée de la politique, une idée de la religion, une idée de l'homme, une idée de la morale. Et dans ce cas-là, cette idée demande, et c'est là que je reviens à Chantal Delsol, à s'incarner. Et elle s'incarne traditionnellement dans la monarchie française ou dans les monarchies traditionnelles, elle s'incarne précisément dans un homme, dans le roi. De la même manière d'ailleurs que la République s'incarne aussi dans un homme, à savoir le président de la République. Il y a toujours et nécessairement une incarnation de l'idée,
les idées, même chez Platon, ne sont pas des idées séparées de la terre ou séparées d'une incarnation ou séparées tout simplement de ce que Simone Veil appelait un enracinement. Autrement dit, le grand problème des sociétés modernes, et c'est sur ce point que je voudrais terminer, c'est que ce sont des sociétés déracinées. Ce sont des sociétés qui ont un soleil qui existe toujours, mais qui a le cou coupé. Ce qui revient à dire, pour reprendre le mot du poète, que le soleil est bien toujours là, ou si vous le voulez, la source de l'autorité est toujours là. Et quand je parle de source de l'autorité, je parle de l'autorité dans la maison, le père ou la mère de famille, je parle de l'autorité à l'école, l'instituteur ou le professeur ou l'institutrice, je parle de l'autorité à l'université, je parle de l'autorité même d'un pilote d'avion qui arrive à faire atterrir un Airbus dans l'Hudson sans tuer personne, c'est-à-dire qu'il y a toujours une autorité. Et cette autorité, du simple fait qu'elle est autorité, doit être légitime. Le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui une crise de légitimité de toutes les formes d'autorité, qu'elles soient familiales, qu'elles soient sociales, qu'elles soient maritales, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient pédagogiques. Excusez du peu, c'est un professeur qui vous parle. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que depuis effectivement la décapitation du roi, depuis que le soleil a le cou coupé, d'une certaine manière, toutes les formes d'autorité et donc de légitimité sont en crise. D'où le problème de savoir quelle dimension ou quelle orientation allons-nous donner à notre existence, qu'elle soit l'existence personnelle dans la famille, dans le couple, qu'elle soit existence sociale dans le métier ou qu'elle soit existence politique dans la citoyenneté. Est-ce qu'il est possible encore de trouver un point central ou une étoile polaire qui nous orienterait? Vous me direz, on a aujourd'hui des GPS, y compris portatifs, mais je ne suis pas sûr qu'un GPS vous donne une orientation collective qui vous permette de vivre, qui nous permette de vivre et de vivre heureusement. Donc si on devait, et je terminerai là-dessus, symboliser ce que représente d'une part la décapitation du roi et d'autre part le manque d'incarnation des sociétés modernes, et cette incarnation joue non seulement sur le plan politique mais sur le plan social. Je me demande par exemple si la culture aujourd'hui est véritablement incarnée. La culture existe certes dans les bibliothèques, dans les dossiers, dans les librairies, dans Google, sur Internet, mais est-ce que véritablement cette culture est incarnée? Il existe même des maisons pour ça, comme pour la prostitution, on appelle ça des maisons de tolérance, et donc il y a des maisons de la culture qui sont tolérantes. Mais est-ce que lorsque vous rentrez dans une maison de la culture et que vous en sortez, est-ce que pour autant vous soyez non pas simplement tolérant, mais un peu plus cultivé qu'en y étant entré? Veuillez laisser cet endroit en sortant aussi propre que vous l'avez trouvé en entrant, si vous voyez ce que je veux dire. Donc le problème, si vous voulez, des sociétés modernes, c'est que pratiquement dans tous les domaines, que ce soit le domaine de l'art, dans le domaine de la religion, dans le domaine de la philosophie, de la politique ou des idées, il y a une sorte de crise de légitimation des actes qui doivent nous conduire non seulement personnellement, mais collectivement, à avancer ensemble, ou comme disait Saint-Exupéry, dans une même direction. Et cette même direction, qu'on l'appelle le bien, qu'on l'appelle la vérité, qu'on l'appelle la justice, qu'on l'appelle l'égalité, on peut lui donner le nom qu'on veut, c'est tout simplement une direction commune. Alors les philosophes traditionnels, puisqu'on a parlé tout à l'heure d'une certaine manière du droit naturel par rapport à cette loi factuelle qui tente à l'emporter sur le droit naturel, les philosophes traditionnels, et cela remonte à Aristote, avaient l'habitude de dire que la politique était la recherche du bien commun, ce qui impliquait trois choses. D'une part, que la politique est bien une recherche, c'est-à-dire qu'elle est finalisée, qu'elle est la recherche d'un bien et non pas d'un enrichissement ou d'autres activités de ce type, et que ce bien doit être un partage commun. Or, je me demande si aujourd'hui, dans la société qui est la nôtre, et avec les crises qu'elle traverse, et pas simplement les crises financières des subprimes ou autres, si nous avons encore conscience que la vie en commun doit être la recherche finalisée d'un bien universel, commun, c'est-à-dire partagé. Et si effectivement c'est la loi factuelle qui prévaut sur le droit naturel, si effectivement ce sont les idées débarrassées de toute incarnation qui tentent à l'emporter, alors il ne nous reste plus qu'à tirer le rideau et à terminer cet exposé. Je vous remercie de votre attention.